Alors donc, aujourd'hui, mon intention, c'est d'abord de partager l'expérience pratique. Donc, je ne suis pas moi-même ingénieur géologue, je ne suis pas ingénieur mécanique non plus. Donc, le but ici, c'est pas de vous donner des valeurs techniques ou des données scientifiques et tout ça, mais plutôt de partager un peu les enjeux qu'on a rencontrés dans le cadre de la construction, dans le cadre de la conception, et puis justement par la suite, parce que notre système est en opération maintenant depuis 4 ans. Alors, un petit mot sur Marmotte Énergie pour ceux qui ne nous connaissent pas. J'ai fondé cette entreprise en 2010. On est en fait entrepreneur général et entrepreneur spécialisé en plomberie chauffage et en ventilation. On est expert en géothermie sous une forme un peu différente de ce qui se fait généralement, c'est-à-dire que nous, on se positionne davantage comme intégrateur. En fait, on fait les projets de géothermie de la conception jusqu'à l'exécution des projets, en travaillant bien entendu avec des sous-traitants, particulièrement en ce qui a trait au forage, aux études en hydrogéologie, aux différents, et même on fait appel à des ingénieurs mécaniques pour des conceptions plus complexes. Donc, on a développé un modèle d'affaires Energy as a Service. Je ne vais pas élaborer trop là-dessus aujourd'hui. Vous irez voir notre site web si ça vous intéresse, qui est une façon de répondre en fait à notre mission, qui est de réinventer l'accès à la géothermie et donc de permettre son accès non seulement au niveau de technologies de pointe, mais également au niveau de l'accès au financement des projets. On a desservi traditionnellement le résidentiel, le multilogement et on dessert également l'industriel, le commercial et il y a une très grande demande au niveau des serres présentement également. Les objectifs de la présentation, comme je vous disais, en fait, comme le projet est en opération depuis 4 ans, c'est un peu un retour que je vous invite à faire sur les différentes étapes du projet. Les enjeux de conception de chantier, comme je vous disais tantôt, tant au niveau des puits à colonnes qu'au niveau de la mécanique du bâtiment et de son intégration, des rapports avec le client, des enjeux un petit peu plus contractuels aussi. Ce genre d'aspect, de façon à permettre à d'autres projets, en fait, d'éviter ces écueils. Parce qu'en effet, même si je vais parler beaucoup de problèmes aujourd'hui, il faut que vous reteniez que tous ces problèmes ont été résolus et donc qu'il ne s'agit pas de barrières fondamentales là, au PCP. Je vais partager aussi certains de nos apprentissages au projet. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le projet en tant que tel. Alors, c'est un projet qui a été réalisé à Ville-Sainte-Catherine sur une bâtisse que vous voyez ici. En fait, c'est un agrandissement. Vous voyez avec mon curseur la bâtisse existante ou préexistante. Et la bâtisse qui a été construite, c'est la partie neuve qui est ici, qu'on voit ici. Un bâtiment de 8 étages, 80 logements pour personnes âgées de grandeurs différentes, là, de 2,5 à 5,5. Beaucoup d'air commune, une piscine intérieure, des salles de cafétéria et tout ça. Et évidemment, des enjeux de climatisation et de chauffage importants. C'est un projet qui était parrainé par un gestionnaire de construction. C'est important de le mentionner. Ce n'était pas un appel d'offres traditionnel avec entrepreneur général et autres. Donc, le gestionnaire de construction a été à toutes les étapes du projet depuis le début. Et puis, c'est un bâtiment qui a été évalué lors de sa conception à 100 tonnes. Je vais y revenir. C'est un enjeu qui rejoint un petit peu ce que Philippe mentionnait tantôt, parce qu'il y a eu des erreurs d'interprétation ou des erreurs de conception à cet égard-là. Je vous ai fait un dessin de mécanique ultra simplifié, simplement pour vous décrire un peu le projet. Alors, d'abord, en ce qui a trait au bâtiment, je vous l'ai décrit tantôt, au sous-sol, on a 2 salles mécaniques. On aurait dû en avoir une, je vais vous en parler, c'est un des enjeux qu'on a eu. Dans la première salle mécanique, on a tout ce qui est le manifold, donc la réception des tuyaux venant des puits à colonnes. Et on a évidemment les drives des pompes submersibles. On a le réservoir tampon qui sert à l'alimentation du bâtiment, tout ce qui a trait au côté load du bâtiment, donc les pompes load et tout ça. Dans la salle mécanique numéro 2,
On a les deux chiller water furnace qui ont servi, en fait, qui sont les deux thermopompes qui servent, géothermiques, qui servent à- à faire bon, la géothermie du bâtiment. On a trois pompes intermédiaires parce qu'on a un design, je vais vous le montrer tantôt, avec une boucle intermédiaire, avec la présence d'un échangeur à plaques. Et on a, pour la gestion de la saignée, une valve 3 voies. Ça aussi, je vais y revenir, et un débitmètre majeur. Du côté des puits à colonnes, on a 4 PCP de 800 pieds, donc pas loin de 300 mètres, justement. On a une pompe, les pompes sont autour de 60 pieds. En fait, il y en a une qui est un petit peu plus profonde. Et on a les tuyaux de rejet que j'ai appelés, là, en fait, les conduits HDPE qui sont à des profondeurs variables. Je vais y revenir là aussi. Du côté fleuve, donc à une distance d'à peu près 150 pieds, de l'autre côté du bâtiment complètement, on a trois puits de rejet pour la saignée. Des puits qui sont, là, je n'avais pas la donnée exacte, là, c'est autour de 400 pieds de profondeur. Le bâtiment, je vous l'ai déjà décrit. Peut-être vous dire un peu comment la distribution interne dans le bâtiment était faite. Donc, les 80 logements ainsi que les aires communes sont servis par une boucle mitigée. Il y a des ventilos-convecteurs dans chacun des appartements avec un thermostat indépendant, évidemment, pour chacun des appartements. Et ce système permet le chauffage et la climatisation en simultané, ce qui est absolument nécessaire dans un bâtiment neuf hyper fenestré comme celui-ci, étant donné que dans les entre-saisons, on se retrouve régulièrement en situation de chauffage et de climatisation en même temps. Les enjeux qu'on a rencontrés. Il y en a de multiples. En ce qui a trait à la conception, ici, vous voyez le site, c'est une photo prise par Google hier. Alors, c'est le site qui était justement en construction, c'est pas récent. C'était donc l'aire de forage potentiel, c'était cette zone-ci. C'est une zone extrêmement petite, ou en tout cas mal configurée pour accueillir les puits. En bas ici, vous avez le plan d'origine qui avait été fait parce qu'on avait à l'origine envisagé trois puits à colonnes de 500 mètres, donc de 1000 pieds, pardon, de 1000 pieds, donc plutôt de 350 mètres. Qui n'ont pas été, ça n'a pas été possible de réaliser cette configuration-là, un peu pour les mêmes raisons que professeur Pasquier a expliqué tantôt. Et les puits de rejet devaient être situés dans la même cour, en effet. Dans le cadre de la conception, il s'est avéré que d'une part, les puits de 800 pieds, de 1000 pieds n'étaient pas possibles à réaliser. De plus, ça nous mettait dans une zone un petit peu d'incertitude quant à la capacité de trois puits de 800 pieds de permettre de donner la pleine charge au bâtiment. Donc, on a opté pour une mesure conservatrice, si on veut. Donc, on a fait 4 puits de 800 pieds. Ça nous a été utile dans certains problèmes qu'on a rencontrés par la suite, mais ce n'est pas nécessaire en termes de conception, en termes de conclusion à tout cela. L'espace restreint a été un réel problème et la configuration qu'on a choisie également pour faire nos puits. Au lieu de faire les puits en série, ça a amené de la problématique au niveau des tranchées, par exemple. Le sol, ben, le même sol qu'à Varennes ou à peu près, ou que le projet de Tétroville qui a été présenté préalablement. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons que c'est un sol assez peu perméable, un sol qui a une conductivité thermique moyenne. On n'a pas eu la chance de faire d'essais thermiques depuis test pour des raisons de contraintes de temps dans le projet. Et donc, le quatrième puits aussi nous a permis de pallier à cet aspect-là. On s'est cassé la tête solidement sur les têtes de puits, comment les aménager, tant à l'étape de la conception
qu'à l'étape du chantier, parce qu'en fait, la conception s'est avérée pas tout à fait réalisable lors du chantier. Donc, au niveau du chantier en tant que tel, vous voyez un peu l'enceinte là, dans laquelle on travaillait. Alors, je reviens là ici juste pour vous voir. Vous voyez, il y a une rampe d'accès ici, là, la courbe que vous voyez ici. C'est une rampe d'accès au stationnement. Donc, pardonnez-moi. Et donc, l'accès était extrêmement restreint pour les foreuses, pour la foreuse. Les puits étaient très, très proches des habitations. Donc, on a été obligé, par exemple, de pallier, de mettre beaucoup, beaucoup de protection. Les travaux se sont échelonnés sur 2 semaines réellement, mais sur un mois dans les faits, parce que c'était entourant les vacances de la construction. Donc, l'équipement a été démobilisé, mobilisé. Donc, il y a eu quand même pas mal de complications à cet égard-là. Je vous ai parlé de problématiques au niveau de la tête de puits. En fait, on s'est retrouvé, on avait commandé des coils. Vous voyez ici, là, on a utilisé des coils enroulés de HDPE. On avait commandé originalement des coils de 3 pouces pour les pompes submersibles et pour le rejet. Or, il s'est avéré impossible de mettre le tuyau de rejet de cette taille-là parce que c'était trop gros, ça prenait trop de place. Il faut savoir que les puits le haut des puits était à 8 pouces de diamètre, et tandis que le reste, la suite au bas des pompes, c'était à 6 pouces. Donc, l'espace était très restreint et donc, on a dû faire un changement, ce qui a eu un impact évidemment là, sur les débits par la suite et sur les performances des pompes submersibles. Donc, on a la présence des 2 coulisseaux et le fait qu'on ait des coulisseaux qui soient séparés et non pas joints comme on voit dans le résidentiel a causé des problèmes. Et puis, la manutention de ces coils-là, nous, on a fait un choix qui est discutable, là, qu'on pourrait revoir, mais de faire des coils comme ça, d'utiliser des coils, bien évidemment, il y avait tout un problème au niveau de la linéarité des tuyaux, étant donné, entre autres, que le chantier s'est réalisé, malheureusement, devait se réaliser à l'été, mais s'est réalisé finalement en octobre-novembre. Donc, on a eu des problèmes de flexibilité des tuyaux qui avaient acquis une certaine rigidité dans leur forme circulaire. Donc, ça a causé des problèmes lors de l'installation. Et une des raisons pourquoi on s'est retrouvé en octobre-novembre, c'est qu'en fait, le mandat du client est venu tardivement. C'est un projet qui était sur le point d'être signé en janvier, qui s'est malheureusement signé seulement autour du mois de mai. Les appels d'offres ont été lancés au mois de mai et dans la période de surchauffe de l'été, on s'est retrouvé avec à ne pas pouvoir travailler avec nos foreurs traditionnels. Nos foreurs traditionnels, les prix en fait qui nous ont été offerts étaient de 50% plus chers que ce qui je vais rester sur l'image antérieure pour ne pas vous occuper l'esprit, mais donc des prix qui étaient plus élevés que prévu. Donc, on s'est retrouvé avec des délais occasionnés par ça et ça a causé des problèmes. Donc, moi, je pense que des forages de puits à colonne, en tout cas en période hivernale, c'est vraiment hors de question. Je pense que ça, c'est une leçon assez claire. On travaille avec de l'eau et donc c'est très complexe de travailler dans des conditions comme ça. Et je fais remarquer quand même, juste avant de passer à l'autre diapositive, que la présence de 2 coulisseaux à hauteur différente qu'on veut à la base hors gel, évidemment, étant donné qu'on manipule de l'eau ici, a fait en sorte que les tranchées ont été extrêmement profondes. Et on parle d'à peu près des tranchées de 7 pieds. Je vous passe et je vous rappelle on avait 4 tranchées de cet ordre-là. Donc, dans le fond, c'était un gros, gros, gros gruyère très, très profond avec des monticules de terre. C'était assez impressionnant et il y a même eu des enjeux. Moi, j'ai arrêté le chantier à 2 reprises pour des enjeux de sécurité sur place. Donc, voilà. Pour ce qui est des enjeux en termes de pompes et de tuyauterie, je vous ai parlé, on a mis, nous, des pompes à débit variable. On a eu la chance de pouvoir faire ça, bien que depuis le début du projet, en fait, on les utilise à débit fixe, c'est-à-dire qu'on fixe les débits à chaque période
de été, hiver ou entre-saison. L'aménagement des têtes de pluie, je vous en ai parlé. La chaîne d'approvisionnement a été extrêmement complexe. On s'est retrouvé en délai, entre autres aussi, parce qu'il y a plusieurs pièces, des coulisseaux, des adaptateurs de coulisseaux, des adaptateurs HDPE qui ont des délais de fabrication parce qu'ils sont fabriqués à la pièce de 8 à 12 à 20 semaines. Donc, beaucoup de délais dans les pièces, dans les petites pièces. Également, on a rencontré un problème, la fameuse crépine du bas du tuyau. Ça, je laisserai Philippe peut-être décrire en détail l'importance de cette crépine-là si ça intéresse les gens. Mais dans le bas du tuyau de rejet, il y a des trous qui doivent être percés. Nous, on l'a fait en chantier avec une belle drill bien ordinaire et ça a créé des copeaux. Comme vous le voyez ici, ces copeaux-là ont été une cause de problèmes majeurs tout au long du projet, autant à la mise en route que par la suite. Les fusions ont aussi, dans des conditions quasi hivernales, été plus compliquées. La disponibilité des fusionneuses aussi a posé problème pour nous. Notre foreur ayant décidé de ne pas faire l'aménagement des puits, c'est nous, Marmotte, qui avons sous-contracté toutes les étapes de l'aménagement des puits. Donc, ça a été plus compliqué pour cela. Au niveau de la conception mécanique, un des problèmes qui a été soulevé par le professeur Pasquier, puis qui a été illustré aussi par, je me souviens plus quelle présentation, je crois que c'est Madame Epner, mais je me souviens pas, ou une des chercheurs qui travaillent pour la chaire dans le cadre du projet de Mirabel, c'est que le calcul de charge du bâtiment était complètement erroné. On a qualifié ce bâtiment-là d'un projet 100 tonnes, mais après 4 ans d'opération, en fait, en chauffage, on est presque surdimensionné du double. Donc, en fait, j'ai jamais vu en période de chauffage la deuxième thermopompe fonctionner. En période de climatisation, c'est difficile pour moi. Là, j'ai mis 50%, mais la réalité est probablement tout autre parce qu'on a eu des problèmes avec une des pompes submersibles. Je vais vous en parler plus tard. Et puis, ben là, je pense que là, je vois que le temps file. Là, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais donc, au niveau de la climatisation, c'est plus difficile à évaluer, mais on pense qu'il y a une surévaluation là également. Par contre, en termes de consommation d'énergie heure par heure, ça, c'était assez similaire. C'est vraiment la puissance des thermopompes et des besoins en puits qui a été, et donc, étant donné les besoins en puits étant corrélés avec la pointe de charge du bâtiment, bien, ils sont également légèrement surdimensionnés. Au niveau du... On a vécu à la dure le fait que tout ce qui est le côté source, puis là, je m'adresse plus aux donneurs d'ouvrage, aux concepteurs de projets, à ceux qui font les appels d'offres et autres. Le fait de confier à des gens différents tout ce qui est côté source, donc les PCP, le forage, la conception mécanique de la salle mécanique et le côté load a eu plusieurs problèmes par la suite parce que faut savoir que les PCP, c'est nouveau. La géothermie, même si nous, ici à l'interne, les personnes qui assistent ici, c'est pas nouveau pour nous, mais pour la plupart des gens, c'est vu comme étant quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème côté load, c'est-à-dire quand je m'exprime côté load, je veux dire dans la distribution côté bâtiment, bien, les gens pensent que c'est du côté de la géothermie qui est le problème ou du côté du PCP en l'occurrence. Ce qui a été dans notre expérience rarement ou presque jamais le cas. Donc, ça a presque toujours été le côté bâtiment qui était le problème, mais c'était toujours le côté géothermie qui était remis en cause. Donc, je pense que, en tout cas, ne serait-ce que d'avoir une bonne compréhension générale, donc une bonne coopération entre chacun des intervenants est vraiment crucial dans la conception. De même, au niveau côté load, nous, il y a donc, comme je vous dis, il y a eu des problèmes de pompe, il y a eu des problèmes de distribution dans le bâtiment, toutes des choses dans lesquelles nous, on n'a pas été impliqués du tout, mais où on a eu à s'impliquer
dans la résolution des problèmes parce que le problème nous était mis sur le dos tout au long du projet, tant qu'on n'a pas pu démontrer que c'était des problèmes qui étaient liés à la conception mécanique dans le bâtiment. Également, là, je m'adresse aux architectes, aux concepteurs, aux ingénieurs, ceux qui voient à la construction des bâtiments la dimension de la salle mécanique. La dimension de la salle mécanique qui nous avait été proposée à l'origine était tout à fait convenable pour faire tout ce qu'on avait à faire au niveau des PCP. Par contre, quand on est arrivé, nous, pour commencer à mettre nos manifolds, je n'ai pas de photo à vous montrer pour ça, mais malheureusement, on était pris dans un petit réduit, là, 4 pieds par 4 pieds. Des conduits de ventilation avaient été passés, des conduits pour les piscines, pour toute l'alimentation du bâtiment avaient été mis dans la salle mécanique. Donc, on a été obligé de se déplacer dans une deuxième salle mécanique pour tout ce qui est de nos thermopompes, nos valves et tout. Et évidemment, ajout de complexité, beaucoup de tuyauterie additionnelle, isolation des tuyaux additionnels, beaucoup de charges de perte de charge hydraulique, donc plusieurs problématiques à cet égard-là. Donc, bien prévoir des à l'origine, c'est vraiment un enjeu clé. Au niveau des enjeux chantiers, je vais y aller rapidement. Je vous ai parlé des salles mécaniques éloignées. Plus spécifiquement, en ce qui a trait à la saignée et au pied à colonne, on a fait un choix mécanique qui était d'utiliser une valve 3 voies pour gérer la saignée. D'abord, on a eu des problèmes avec la première valve 3 voies qui était défectueuse. Ça nous a pris presque 2 mois à comprendre que c'était ça le problème. Évidemment, le manufacturier nous disait que ce n'était pas le cas. Il a fallu qu'on démonte la pompe pour pouvoir le démontrer. Mais une fois ça résolu, un des problèmes d'une valve 3 voies, pour ceux qui sont familiers avec ça, c'est que c'est le pourcentage d'ouverture seulement que l'on peut contrôler. Et le pourcentage d'ouverture n'est pas corrélé avec le débit qui passe à travers la valve. Donc, notre saignée est gérée, on va dire, de façon très imprécise et on a dû créer plutôt des courbes avec des essais, avec des dépimètres ultrasoniques par la suite pour être capable de calibrer notre saignée. Je vous dirais que, somme toute, à la fin, l'enjeu, je répéterai avec insistance ce que Philippe a dit tantôt. L'enjeu des puits, pour nous, n'est pas autant critique, non plus l'enjeu de la saignée, en fait. C'est pas tellement ça qui est l'enjeu principal pour nous. L'enjeu du calcul de charge du bâtiment est un enjeu critique important. On a dû, compte tenu des délais dans le projet, occasionnés par les difficultés qu'on a rencontrées, faire l'ajout de chaudières au gaz naturel en appoint. Parce qu'il est important que vous sachiez que la conception du projet ici était faite sans aucun auxiliaire. Donc, le puits à colonne permanente est capable de soutenir 100% de la charge du bâtiment, autant en climatisation et en chauffage. Donc, en termes de gestion de la pointe, qu'on parle en termes d'électricité, là, dans ce cas-ci, on a mis des chaudières au gaz naturel qui nous ont servi seulement dans les périodes de maintenance ou dans certains problèmes qu'on a eus lors du démarrage du système. Ici, vous avez une photo, dans le fond, des contrôles. Nous, on a travaillé avec Régulvar qui a fait pour nous les contrôles. Vous avez une description en même temps mécanique là, qui vous montre les 4 puits géothermiques avec leur pompe submersible ici. Présentement, vous voyez, on fonctionne à 70%. On pourrait sûrement fonctionner à moins que ça, en effet. Mais la consommation des pompes submersibles étant très faible, l'enjeu n'est pas aussi critique qu'on l'aurait imaginé au départ. L'échangeur à plaques ici qui est représenté et la boucle intermédiaire. J'aurais besoin de beaucoup plus de temps pour parler de l'enjeu d'une boucle intermédiaire versus pas, mais disons que c'est un aspect de la conception qui est discutable et qui est discuté en fait de notre point de vue. Et les 2 thermopompes géothermiques, comme vous voyez, en tout cas à ce temps-ci de l'année, ils sont à l'arrêt presque tout le temps parce qu'on fait de la recirculation dans le bâtiment tout simplement. Les principaux enjeux de contrôle, on n'a pas de valve, bon, la valve 3 voies, j'en ai parlé, on n'a pas de valve pour ce qui est des rejets
dans nos puits géothermiques, dans nos PCP. Ce qui veut dire qu'on a des enjeux de niveau potentiel si une pompe brise. Il y a plusieurs enjeux de niveau d'eau, étant donné qu'on n'a pas d'indicateur de niveau d'eau. De plus, on n'a pas installé à l'origine, on est sur le point de corriger ça, des jauges à pression BACnet. Donc, on n'a pas de bonnes données en termes de pression de fonctionnement. Donc, nos valeurs de débit sont simplement données par 2 débitmètres qui ne sont pas placés de façon optimale. Les entre-saisons, les contrôles au niveau de l'entre-saison ne sont pas optimales. Et le fait qu'on ait choisi une plateforme préfaite, c'est une très bonne décision parce que, bon, Rigvard sont des gens très professionnels, mais par ailleurs, à chaque petit changement qu'on veut faire ou à chaque collecte de données qu'on doit faire sur le système de contrôle, bien, on doit intervenir auprès d'eux, ce qui complexifie énormément et leur compréhension de l'output de données est pas optimale. Et ça coûte très cher par la suite. Chaque modification coûte très cher. Donc, c'est quelque chose qui est à reconsidérer également pour des projets ultérieurs. Les bénéfices, ben écoutez, les performances du système sont au-delà, voire équivalentes au-delà de ce qu'on avait anticipé. On a rencontré plusieurs problèmes au niveau des débits. Je vous passe les détails qui ont été résolus. Au niveau de nos pompes, au niveau aussi de la maintenance. L'échangeur à plaques s'est en effet colmaté beaucoup plus rapidement qu'on l'a pensé. Et donc, on a eu des problèmes de performance de nos pompes, de nos débits qui étaient depuis presque le début. On n'avait pas compris à l'époque que c'était en fait l'échangeur à plaques qui s'était colmaté très rapidement, mais pas pour des raisons de biochimiques, mais plutôt à cause des copeaux, les fameux copeaux qui s'étaient accumulés entre autres et qui ont généré aussi là, un certain colmatage. Donc, cet entretien a été fait et depuis, je veux dire, les résultats sont vraiment impeccables. Vous voyez, on a des températures d'alimentation entre fin novembre et puis maintenant d'opération entre 7 et 12 degrés tout l'hiver. Alors, je veux dire, c'est impeccable. On a un COP estimé, je dis estimé parce que je ne suis pas capable de vous donner le COP de l'été dernier, étant donné qu'on avait ces problèmes de colmatage. Donc, on a travaillé dans des températures d'opération qui sont hors normes, là, si on veut. Donc, mais malgré tout, on était tout à fait capable de donner la climatisation au bâtiment sans aucun problème, là, ce qui vient confirmer le fait du surdimensionnement du système. Et donc, les apprentissages, bien évidemment, calcul de charge. Je ne saurais insister davantage sur l'importance de faire des calculs de charge qui sont plus raisonnables. Dans le domaine de la mécanique du bâtiment, ce que j'observe, c'est que les ingénieurs conseils, traditionnellement, pour différentes raisons de conservatisme, de protection de leur clientèle et tout ça, ont eu tendance à surdimensionner les systèmes mécaniques, étant donné que ça n'avait pas de conséquences sur la quantité d'énergie consommée. Donc, si on est au gaz, à l'électricité ou à toute autre forme d'énergie externe, on ne consomme pas plus parce qu'on a des chaudières surdimensionnées. En géothermie, si on surdimensionne un système, c'est toute l'infrastructure de production d'énergie qui est surdimensionnée. Et donc, tous les coûts d'infrastructure qui sont décuplés. Et par conséquent, parce que je rappellerai à tous que la valeur d'un système géothermique et ses coûts d'origine génèrent en fait un coût par kilowattheure qu'on évalue, nous, entre 2 sous et 4 sous le kilowattheure en fonctionnement. OK? Si on double la taille du projet, on double le prix du kilowattheure tout au long de l'utilisation du système. Alors, c'est vraiment clé. C'est comme si Hydro-Québec payait 2 fois plus cher pour leur barrage. C'est le même principe. Alors, c'est vraiment crucial de faire un bon calcul de charge, quitte à ce qu'il soit conservateur à la baisse et de mettre un auxiliaire si on s'est un petit peu trompé. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est de le faire trop gros et de faire un système surdimensionné.
La salle mécanique bien dimensionnée, j'en ai parlé. Des tuyaux prépercés en usine serait vraiment une belle amélioration si on était capable d'obtenir ça de l'industrie, qui ne générerait pas de copeaux dans les systèmes. Évidemment, nous, on a des projets de R&D aussi pour réaliser ça autrement. Les tranchées sont un enjeu extrêmement complexe dans un projet comme le nôtre et la planification de ça est vraiment importante. Peut-être que c'était notre inexpérience aussi en cette matière qui a causé la problématique. Beaucoup de pièces préusinées qui ne sont pas disponibles, qui pourraient être fournies par l'industrie et donc qui nous permettraient un meilleur approvisionnement et nous permettre de réaliser les projets dans des délais plus raisonnables. En conclusion, les premiers projets sont évidemment beaucoup plus compliqués, trop compliqués évidemment, mais sont une source incroyable d'apprentissage. Les PCP, c'est juste extraordinaire, même dans un sol qui n'est pas particulièrement favorable. Nous, on pense que les donneurs d'ouvrages auraient tout intérêt à faire des appels d'offres intégrés avec des gens qui connaissent, donc sous forme, par exemple, de consortium ou encore avec des intégrateurs. On pense qu'il y a un énorme potentiel, par exemple, dans le bâtiment. On aurait très bien pu faire le chauffage de l'eau, de la piscine, on aurait pu faire le chauffage de toute l'eau domestique du bâtiment à même les mêmes PCP. On en discute présentement avec les clients, étant donné les gains, les surdimensionnements qu'on a du système. Et moi, je considère vraiment qu'il faut une filière qui soit mise en place, intégrée, expérimentée, identifiée et collaborative. Parce que si tout le monde travaille un petit peu en vase clos, l'appel d'offres d'abord, donc l'ingénieur conseil qui se protège et ainsi de suite. Je sais qu'en disant ça, je mets un petit peu de pavé dans la mare, là, mais ensuite, le donneur d'ouvrage et ainsi de suite. Il y a beaucoup de lost in translation. Il y a beaucoup de pertes d'efficacité et ça altère la valeur économique des puits à colonne et ça risque de faire des projets qui sont plus complexes à réaliser et donc qui amènent des problèmes et qui amènent une certaine réserve de l'industrie et de l'acceptabilité des projets. Donc, je pense que c'est vraiment clé que les gens se parlent et collaborent, mais ça vient surtout des donneurs d'ouvrages. Et il y a plusieurs avenues de recherche et développement qui ont découlé. Nous, en tout cas, on est en train de travailler à un projet d'apprentissage machine sur le système. Il y a beaucoup de projets qui vont découler de cela. Je sais que la chaire fait un travail exceptionnel, mais tous les projets de recherche ne sont que des projets, selon moi, d'amélioration d'un système qui a démontré qu'il fonctionne très bien et nettement mieux et plus efficace que le gaz naturel ou que tout autre type de système présentement sur le marché. Voilà, un petit mot pour vous dire et que vous passiez le mot, nous embauchons des stagiaires pour faire des travaux de recherche présentement. Alors, les CV sont bienvenus. Voilà.